Donc, bonsoir à tout le monde. On est là pour vous présenter le master langues étrangères appliquées à l'Université de Normandie avec ses trois parcours différents. Et je voulais vous dire que ce soir, vous voyez moi-même, je suis Amy Wells, je suis la responsable globale des masters LOA ici, et Monsieur Didier Le Goupil, qui est le responsable du parcours développement durable et stratégie de communication. Mais nous avons plusieurs collègues qui font partie de l'équipe et je voulais vous donner la liste. Il y a Monsieur Flattes que vous connaissez probablement, qui sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Il y a Madame Garcia Garrido qui m'a écrit qui n'arrive pas à se connecter. Est-ce que d'autres personnes ont eu des difficultés ou Didier, est-ce que tu pourras éventuellement... Ah, elle fait une mise à jour. C'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à se connecter. Donc, Madame Garcia Donc, Garrido, j'admets au fur et à mesure les gens qui se présentent. ça marche. Ça fait trois là, OK, parfait. Madame Garcia Garrido est la responsable de Master 1. Donc, c'est elle qui va gérer les stages et aussi l'encadrement M1 globalement. Monsieur Le Goupil, Madame Lensing, qui est notre référent pédagogique de formation continue. Je vous explique en juste quelques mots qu'est-ce que c'est la formation continue. La formation continue est un dispositif qui existe plutôt pour les étudiants qui ont déjà travaillé. Donc, si vous êtes en L3 ou si vous êtes en L2 et vous prévoyez de faire un L3 l'année prochaine, vous serez en formation initiale parce que vous avez un parcours classique. La formation continue va être pour les étudiants qui ont terminé leur licence, qui sont allés travailler et qui souhaitent revenir à l'université, redémarrer les études. Et donc, normalement, vous avez peut-être déjà entendu parler pas mal de formation continue, mais la formation continue, c'est vraiment pour un profil de personne qui a déjà travaillé. Donc, pour vous, vous êtes plutôt en formation initiale, sauf cas d'exception. Après, M. Lecoin est la personne qui gère notre scolarité master. Son bureau est au troisième étage, comme les bureaux de scolarité pour les L3 qui connaissent déjà. Madame Deslandes est notre référente technique pour la formation continue. Donc, si jamais quelqu'un coche les cases pour ce dispositif-là, on collabore avec Madame Deslandes afin de mettre en place le prix et le paiement de ces frais de scolarité à l'université. Et après, nous avons Madame Tahir, que vous connaissez peut-être de vos cours d'espagnol. D'ailleurs, je sais qu'il y a un cours d'espagnol qui termine à 19h30. Donc, pardon, à 17h30. Donc, avec elle, Madame Tailleur est notre responsable de mobilité. C'est elle qui aide à mettre en place les places partout en Europe et partout dans le monde. En fait, hein, elle va étudier les candidatures et faire une espèce de matching entre les places disponibles et le profil des candidats. Donc, c'est Madame Tailleur qui s'occupe du mobilité et qui aura un contact avec tous les étudiants, en fait. OK, donc voilà pour notre équipe pédagogique. Alors, depuis l'année dernière, le recrutement en master se fait par un guichet unique qui s'appelle Mon Master. Et l'année dernière, c'était la première année où il y avait ce qu'on appelle un calendrier synchronisé pour toute la France. Finalement, ça, c'est pas mal parce que pour vous, les étudiants et pour nous, les enseignants, parce que vous n'êtes plus obligé d'attendre la décision de votre premier choix pour accepter une offre de votre deuxième choix. Maintenant, vous aurez toutes vos offres en même temps. Il faut quand même choisir. Vous aurez quelques jours pour vous déclarer, mais normalement, vous aurez toutes les informations, toutes les offres en même temps. Mais ça implique aussi que vous allez postuler à tous les masters en même temps et par le même dispositif de mon master. Nous avons un calendrier un peu différent cette année que l'année dernière. La période où vous pouvez faire le dépôt de vos candidatures est du 26 février au 24 mars. Par exemple, ici à l'université, on va être en vacances pendant cette période-là
Et je vous invite aux étudiants de l'UNICAN de travailler vos dossiers de candidature pendant les vacances de façon tranquille pour pouvoir les téléverser sur la plateforme pendant ce moment-là, pour éviter tout stress de la dernière minute. De 2 avril au 28 mai, côté enseignant, les jurys vont examiner les dossiers. Je préfère vous indiquer que partout en France, les nombres de candidatures peuvent être très importants. Certains de nos collègues, ils ont 700 dossiers pour 30 places. En IUI, nous avons normalement 120, 130 dossiers pour 20 places. Sachant que souvent, par contre, c'est assez commun que quelqu'un qui est sur la liste complémentaire peut arriver à avoir une place quand même. Parce que si je vous dis 130 candidatures pour 20 places, je ne veux pas vous faire peur non plus. Dans la réalité, souvent, les étudiants sur la liste complémentaire sont acceptés. Donc, côté enseignant, nous allons regarder les candidatures d'avril et mai. Et puis, de 4 au 24 juin, c'est la phase principale d'admission. Ce moment est très important. Je vous invite à le marquer dans vos agendas parce que vous risquez d'avoir une offre qui arrive et vous avez que quelques jours pour l'accepter. Donc, ça va être très important, même si vous êtes en stage. Je pense que nos L3, ils seront de retour de leur stage, mais peut-être pas tout le monde. Donc, très important de regarder vos mails officiels tous les jours pendant cette période-là. J'ai quelques conseils par rapport aux candidatures de master. Si jamais, et nous ne le souhaitons pas, mais si jamais vous n'êtes pas pris par votre premier choix ou aucun de vos choix, mais pour vous, faire un master, c'est vraiment très important. Vous allez vouloir peut-être faire appel à ce qu'on appelle la saisine de rectorat. Mais pour pouvoir être éligible à la saisine, vous avez l'obligation de postuler à au moins 5 formations. C'est pour ça que dès le début de la date d'ouverture, je vous invite à envoyer au moins 5 candidatures. Et c'est très important que si jamais on vous invite à un entretien, que vous alliez à cet entretien et que vous vous présentez. Que vous soyez pris ou pas, ça fait partie du processus de recrutement. Maintenant, nous avons la possibilité de paramétrer des critères sur la plateforme. Donc, il faut aussi absolument préparer vos candidatures selon les critères de chaque formation. Ici, à Caen, par exemple, on a marqué qu'une lettre de recommandation est facultative. Mais cette lettre, on a précisé, on ne le souhaite pas de la part d'un enseignant. On préfère avoir une lettre d'un tuteur professionnel ou de votre superviseur hiérarchique lors d'un job d'été ou un job d'étudiant. C'est-à-dire qu'on préfère une lettre de recommandation de quelqu'un qui a un rôle professionnalisant dans votre cursus. Ce n'est pas la peine de solliciter les enseignants. On souhaite ce type de lettre-là. Et donc, chaque formation pourrait demander des critères différents. Donc, peut-être oui, une lettre de recommandation, peut-être non. Donc, il faut bien lire dans l'onglet de chaque formation le type de document qu'il faut téléverser. Je vous ai déjà dit, il vaut mieux éviter d'attendre la dernière minute pour téléverser les candidatures. C'est une plateforme qui fonctionne au niveau national. Des fois, ça bug, des fois, ça plante, des fois, c'est pas disponible. Donc, c'est très important de gérer votre temps et de ne pas attendre la dernière minute. J'ai déjà dit qu'il faut assister aux entretiens et j'ai déjà dit qu'il faut répondre aux offres rapidement. Parce que tant que vous ne répondez pas, vous bloquez la place de quelqu'un d'autre. Donc, je fais appel à la solidarité étudiante. Une fois que vous le saviez, vous cochez et puis comme ça libère des places ailleurs pour d'autres étudiants. Je n'ai pas marqué ce mot-clé sur ce diapositive, mais je vous invite également à réfléchir à votre budget prévisionnel pour le master. Dans nos masters ici à l'Université de Caen en LOA, langues étrangères appliquées,
Vous avez le deuxième semestre en mobilité. Donc, mobilité, ça veut dire soit en échange Erasmus, soit en échange interuniversitaire. Et puis, vous avez un stage de 8 semaines. Donc, peut-être vous allez déménager 3 fois cette première année. Vous allez peut-être venir à Caen et puis déménager pour votre mobilité et puis peut-être encore déménager pour votre stage. Ça se produit que les étudiants à l'étranger font leur stage dans le même lieu où ils ont fait leur mobilité. C'est tellement pratique et ça permet aussi de prolonger si on a bien aimé le lieu, si on a construit un réseau d'amis ou un réseau professionnel. C'est une bonne idée. Mais quelques étudiants choisissent de faire leur mobilité et puis le stage encore ailleurs. En deuxième année, vous allez faire un stage de 5 à 6 mois. Ce stage peut être en France. Pour les étudiants en implantation des entreprises à l'international, souvent ils vont choisir de partir à l'étranger, ce qui implique encore un déménagement. Et même si on fait son stage en France, on a peut-être un déménagement. Donc, l'objectif n'est pas de vous faire peur encore une fois, mais c'est juste pour vous commencer à réfléchir un petit peu sur comment vous allez financer ça. Bien évidemment, il y a quelques bourses mobilité, il faut répondre aux critères, et puis c'est une bourse qui est assez petite. Il faut imaginer comment est-ce que je vais financer ces 2 ans d'études en master. OK, je voulais vous présenter une de nos activités. On était pour notre activité d'intégration il y a quelques années. On a fait la visite Calvados où on a appris sur comment le Calvados est fabriqué, comment est-ce qu'il est commercialisé, distribué partout dans le monde. Nous aimons avoir une bonne ambiance au sein de nos masters. On compte sur les étudiants pour une solidarité dans leur parcours, mais on compte aussi sur une solidarité parmi les 3 parcours ensemble. Donc, je dis pas mal le terme parcours. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons une première année avec un tronc assez commun, avec quelques cours pour chaque parcours. Mais en deuxième année, presque tous les cours sont que pour le parcours. Donc, Didier, est-ce que je te passe la parole pour présenter DDSC? Oui, je vais remettre ma caméra. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a il y a peut-être des diapositives qui correspondent? Non? En Non, fait, c'est juste pour- très rapidement parce que tu sais, après, on va parler des... Oui, on va regarder dans le Oui, détail. c'est vraiment juste une Alors, donc, minute. ok, alors DDSC, bah, j'en ai déjà parlé pour ceux qui m'ont aidé hein, un petit peu. Donc, c'est développement durable, stratégie de concertation et de communication. La première année est commune entre les 3 parcours et vous aurez donc des matières qui sont des matières, bah, il y a des langues évidemment, de la gestion, ingénierie de projet, ce qui fait aussi un peu le trait commun entre les 3 parcours, c'est effectivement cette dimension de conduite de projet, hein, quel que soit, donc que ce soit des projets plus commerciaux d'implantation d'entreprises à l'international ou des projets liés au financement européen, par exemple pour EPE. Nous, on est clairement sur des projets à vocation développement durable et transition écologique. Alors, voilà, donc avec un accent qui est mis peut-être davantage que dans les 2 autres parcours sur la communication, hein, puisque c'est une part très importante des enseignements en deuxième année notamment. Il y a 60 heures de communication réparties entre différents intervenants, où on voit vraiment l'ensemble des techniques de communication, y compris digitales d'ailleurs. Et puis, il y a du management et de la gouvernance pour ceux d'entre vous qui rejoindront plutôt les structures publiques, c'est-à-dire les collectivités territoriales, puisque dans les collectivités, la transition, c'est une réalité. Donc, il y a besoin de gens qui sont responsables, qui sont chefs de projet, par exemple, ou responsables développement durable au niveau de collectivité, et également aussi dans les ONG, sachant que la répartition un peu des étudiants dans les différents métiers se fait en 3 tiers à peu près égaux. Les ONG, les collectivités territoriales, donc le secteur public, et puis le secteur des entreprises, notamment par le biais de ce qu'on appelle la RSE,
la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Là aussi, où il y a des postes, de très nombreux postes qui ont été créés ces dernières années et qui recrutent des gens avec un master et une des connaissances. Alors, sur les contenus, vous serez formés de manière approfondie aux problématiques du développement durable, hein, puisque nous avons par exemple des enseignants de géographie qui interviennent sur ce qui s'appelle, enfin, sur une UE qui s'appelle environnement. Donc, ils vont vous parler aussi bien du sol, de l'eau, etc. Enfin, des problématiques qui sont liées à l'environnement direct. Il y a également une partie de la formation qui va porter sur les aspects économiques du développement durable, en faisant pas, puisque c'est un enseignement d'économie sociale et solidaire. Et puis le troisième pilier, enfin, il y a aussi le droit, hein, puisque vous ferez du droit de l'environnement, etc. C'est-à-dire que l'objectif est de former des gens qui soient à la fois généralistes sur toutes les questions environnementales et les questions de développement durable plus généralement, mais qui soient aussi spécialistes de quelques sujets, hein, c'est-à-dire qui aient fait des connaissances approfondies sur certains sujets comme l'énergie, par exemple. Là, cette année, par exemple, on travaille sur en collaboration avec la Commission nationale du débat public sur l'implantation des éoliennes en mer, hein, en Manche Est et mer du Nord, donc le parc de Courseulles notamment ou autres, où les étudiants participent en fait, animent des débats, etc. Hein, donc vous aurez, voilà, c'est professionnalisant sur des thématiques liées au développement durable, même si on parle maintenant davantage de transition écologique, hein, puisque la notion de développement durable est un peu datée de nos jours, et avec une formation très généraliste, mais aussi quelques savoirs très approfondis, et puis surtout une bonne maîtrise des techniques de communication, d'une part, et des techniques de concertation. On fait une différence entre les deux, la concertation étant effectivement cette capacité à animer des débats pour faire remonter un petit peu prendre en compte l'opinion publique, etc., co-construire des solutions, associer les citoyens finalement au choix des politiques publiques. Voilà. Hein, donc ça demande, je dirais, ça demande un vrai intérêt pour la communication parce que c'est quand même un point très important quand même, hein. C'est un gros morceau. Et puis une curiosité aussi évidemment et une sensibilité quand même assez forte pour les questions environnementales. Voilà, en gros, j'ai résumé à gros traits, mais un petit peu ce qui vous attend. OK, merci beaucoup Didier. Je vais dire deux mots sur le parcours implantation des entreprises à l'international. Donc, comme vous pouvez imaginer, on va se spécialiser sur comment accompagner les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter à l'international. Donc, les étudiants, surtout en deuxième année, ils vont avoir des cours sur les stratégies d'implantation, les cours de droit, de finance et de outils financiers. On travaille aussi sur la culture des entreprises. On travaille aussi pour bien comprendre et connaître le bassin économique local ici en Normandie, même s'il y a, je dirais, qu'un tiers de nos étudiants qui restent en Normandie. Souvent, les étudiants IUI, ils ont envie de partir ailleurs en France ou même ailleurs dans le monde. Notre collègue, M. Flattes, n'est pas encore avec nous, donc je vais dire quelques mots sur le parcours expert en projet européen. Ce parcours-là, c'est vraiment pour les étudiants qui souhaitent comprendre et apprendre comment faire des réponses aux appels des projets européens, des étudiants qui s'intéressent sur la fonctionnalité de l'Europe, comment accompagner une structure comme une université, un groupe de recherche, une NGO ou même une structure privée, mais dans les démarches européennes. Et j'ai mis sur ce diapo 3 photos qui sont symboliques parce que ces photos représentent les activités qu'on fait. On fait beaucoup d'études de cas, on fait beaucoup de travail de groupe. Donc, si vous savez que vous êtes allergique au travail de groupe, je vous invite à réfléchir 2 fois avant de postuler chez nous. Encore une fois, pas pour vous faire peur, mais pour vous préparer psychologiquement sur comment ça va se passer. On a le programme du séminaire de 2022 que les étudiants en DDSC ont monté. Les étudiants s'occupent de toute la mise en place du colloque, de la journée d'études de A à Z. Donc, ils font des invitations, ils choisissent le lieu, ils mettent en place, j'ai déjà dit le programme et les activités, ils font la publicité.
Voilà, je peux déjà ajouter que le prochain a lieu le 6 mars et vous êtes cordialement invités si vous avez du temps. C'est le matin et l'après-midi. Vous pouvez même passer pendant 1 heure pour voir un petit peu ce que font vos camarades. Parce qu'en plus, cette année, on est sur le campus au bâtiment B. Didier, tu pourras mettre dans le chat les Oui, détails. c'est l'amphi de boire. Je vais le Mets ça mettre. dans le chat pour tout le monde. Oui. Si vous êtes sur place, ça sera une très belle occasion de venir voir quel type de projet montent les étudiants qui choisissent le parcours DDSC. En IUI, nous participons à un concours. Ce concours s'appelle le prix à la vocation à l'international. Donc, c'est un concours sur des études de cas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner une entreprise normande, que ce soit un PME ou même une très grosse entreprise, sur un projet de développement à l'international. Depuis quelques années, nous sommes lauréats du concours. L'année dernière, c'est un groupe de nos étudiants qui ont collaboré avec une entreprise qui s'appelle Transdev. C'est une entreprise qui fait la découpe au laser dans la mousse. C'est une entreprise qui, on va dire, leur premier marché, c'est de préparer les boîtes de transport euh, fait sur mesure pour des bougies, pour des outils, hein. Mais cette entreprise-là, ils avaient aussi une autre idée. Ils avaient envie d'être plus présents dans le champ social. Donc, ils ont décidé de fabriquer un mannequin des premiers secours en carton et les étudiants de Master IUI, ils ont décidé que le bon marché pour ce dispositif-là était l'Espagne, les écoliers espagnols. Donc, les étudiants ont monté une business plan de A à Z afin de pouvoir accompagner cette entreprise sur l'implantation du produit qui s'appelle Lisa en Espagne. Et nos collègues en EPE, ils vont faire du terrain, c'est-à-dire qu'ils vont aller partir à Bruxelles, ils vont visiter les institutions européennes, ils vont échanger avec les délégués, ils vont participer au montage des projets européens. Cette année, la promo a posé un dossier qui s'appelle Jean Monnet. Donc, ils ont fait une demande de subvention d'argent, même pour leur propre filière, selon le cadre mis en place par l'Union européenne. Donc, nous sommes vraiment unis par tout ce qui est gestion de projet, français, euh, des questions juridiques. Mais après, chaque parcours va se spécialiser un peu plus sur les détails selon leur thème. Alors, pour parler du Master 1, j'invite Agatha. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose sur ce tronc commun qui est partagé par l'ensemble des 3 parcours en M1? Bonjour, bonjour à tout le monde. Eh ben, écoute, Amy, je pense que tu as fait un beau résumé du fonctionnement général du master. J'aurais tout simplement à recalquer quelques éléments concernant la première année. Rappeler que ce master se définit comme un diplôme professionnalisant à forte connotation internationale. Tu as bien signalé qu'au second semestre, il y a probablement des étudiants qui déménageront 3 fois. Donc, c'est très important d'envisager cette possibilité avant de postuler. Ces masters, par rapport au contenu des matières, puissent, dans des contenus très, disparates et en même temps, des enseignements complémentaires. Par exemple, le droit, l'économie, la géographie, la sociologie, la communication, comme Didier, vient de le signaler. Heu, L'objectif est de nourrir des savoirs pratiques dans une approche interdisciplinaire. Donc, c'est important de le dire parce qu'il y a des étudiants qui terminent le M1 en se disant qu'ils ont fait une année un peu générale. Ils attendaient à avoir, une formation plus spécialisée alors que la spécialité justement arrive en M2 et je pense que vous avez fait, Didier et toi, Amy, une bonne présentation de chaque parcours. Donc cela permet à tous les candidats d'avoir une vision globale de la construction, la constitution de cette, formation à 2 niveaux. Moi, je dirais que le point fort de cette filière,
s'applique dès la formation initiale, au cursus des étudiants, mais aussi, aux parties prenantes, parce que nous avons pas mal d'enseignants qui viennent du monde professionnel. Mm. Ses points forts seraient la vocation professionnelle, tant théorique que pratique, de la filière, le caractère pluridisciplinaire des enseignements. Nous proposons au moins 2 langues vivantes étrangères, à parité, c'est-à-dire il y en a pas une langue plus importante que l'autre. Il faut avoir un niveau, égal en anglais et en espagnol, en anglais et en allemand, et cetera. Le partenariat entre universitaires et intervenants du monde professionnel. Et il y a une importance, assez, considérable de la mobilité des étudiants puisque tout le semestre 2 se passe à l'étranger. Hem, je ne sais pas si, ça vaut la peine de rappeler que le stage, parce que tu l'as dit Amy, se fait ouais, dans la plupart des cas, ça se fait après, le semestre de mobilité. Bah, dans certains cas, particuliers, ça dépend des destinations, ça se fait avant, c'est-à-dire entre janvier et mars, mais la plupart des étudiants M1 font leur stage pendant l'été. Donc c'est un stage des 8 semaines et il faut que le stage se déroule impérativement à l'étranger. Il y a des étudiants qui demandent des dérogations, mais ce sont les étudiants étrangers puisque pour eux, la destination étrangère est déjà la France, donc c'est normal. Mais il faut vraiment tenir à l'esprit qu'au second semestre, il faut partir à l'étranger. Je pense que je ne veux pas m'étaler sur, d'autres éléments de la formation. Je pense que le plus important, c'est d'insister sur ces points. Amy, je pense que le second semestre se passe à l'étranger, qu'au premier semestre, nous avons, des cours concentrés sur une durée de 10 semaines. Donc, les semaines sont assez chargées et que pendant le premier semestre, il faut également, chercher de stages et préparer, la mobilité du second semestre. Donc, il faut vraiment intégrer ces masters dans une optique, comme tu l'as dit Amy, d'équipe, de travail en équipe, mais surtout, il faut travailler, mmh. C'est c'est plus la licence, il faut vraiment avoir dans l'esprit, l'optique, professionnelle et un objectif, d'orientation, vers le monde professionnel complètement différent. Donc, voilà, je pense que je m'arrête là. Je ne sais pas si tu souhaites que j'insiste sur d'autres points, Amy? Non, c'est bon, je pense que tu as bien déployé ton rôle de responsable M1 en nous donnant ces précisions-là. On va souhaiter la bienvenue à Monsieur Flattes, qui va prendre la parole dans quelques instants. Je voulais rebondir par contre sur quelque chose que Madame Garcia Garrido a dit, c'est-à-dire que c'est intense ce master. Mmh. C'est un semestre de 10 semaines. On a une quantité d'heures importante. Pour nos masters LOA à Caen, il n'y a pas de régime spécial. C'est très important de comprendre ça. Vous ne pouvez pas travailler à côté en même temps que vous êtes dans ce master. Peut-être un petit boulot le week-end, ça passe, mais en raison de nos emplois du temps avec des horaires changeants, nous avons des professionnels qui viennent vous faire cours, surtout en M2, mais ça peut arriver en M1 aussi. Vous n'avez pas forcément les mêmes heures chaque semaine. On est sur un emploi du temps changeant d'une semaine à l'autre. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de prendre un petit boulot le jeudi à 16h à 20h parce que vous pouvez très bien avoir cours de 16h à 20h. Il n'y a pas de régime spécial dans nos masters, donc vous êtes obligé d'être présent et assidu en cours. Vous ne pouvez pas être absent de cours pour aller travailler. Ça ne marche pas. Donc, il faut aussi, même si j'ai déjà lancé un certain défi financier parce qu'il faut payer tous ces déménagements, il faut savoir aussi que si vous travaillez, c'est que vous avez trouvé quelque chose qui se limite au week-end, sachant que vous avez aussi beaucoup de travail de groupe. Donc, si vous travaillez le week-end, vous trouvez une solution avec les collègues en semaine. C'est un peu délicat, mais je préfère vous en parler. OK, on va passer ensuite aux objectifs des parcours M2.
je vais rapidement parler de IUI avant de passer la parole à M. Flattes pour EPE et puis Didier pour DDSC. On dit souvent dans cette séance de A à Z qu'on apprend à gérer un projet A à Z et vous voyez pour les objectifs de IUI l'accompagnement des entreprises de A à Z dans leur projet d'implantation à l'international. On travaille aussi pas mal sur l'analyse des risques, la mise en place des outils financiers et la prise des décisions stratégiques. Ce que moi, je trouve très intéressant de tout ça, nous sommes sur des questions d'intelligence économique. Quelles sont les meilleures stratégies? Comment est-ce qu'on sort d'une crise? Comment est-ce qu'on prévoit une crise? Tout ça est très enrichissant, je trouve. Pardon, vas-y, Alvaro, pour EPE. Très bien. Merci beaucoup à Madame Wells et à mes collègues. Je tiens à m'excuser, en effet, parce que je n'ai pas pu vous accompagner depuis le début de la séance pour une question personnelle. Maintenant, alors, par rapport aux objectifs de parcours EPE, il faut savoir qu'en effet, la plupart de nos diplômés vont travailler dans le montage et la gestion des projets européens. Très rapidement, pourquoi il y a aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de cette question des projets européens? Eh bien, parce qu'il y a des investissements de l'État sur la plupart des domaines où avant l'État était le financier principal. Hein. Aujourd'hui, si on veut construire une école, si on veut construire une route, si on veut financer un programme de recherche dans un laboratoire, beaucoup d'éléments qui par le passé étaient financés essentiellement par l'État, aujourd'hui demandent un financement européen. Et pour obtenir ce financement européen, il faut connaître des éléments de gestion de projet. C'est pour ça que ma collègue Mme García Garrido vous a expliqué les éléments de gestion de projet qui sont importants, surtout en Master 1. Mais il faut aussi connaître les programmes et les projets européens, puisqu'il y a différents programmes européens. Vous connaissez sans doute tous ce qui est Erasmus+, qui est parmi les plus connus, mais il n'est pas parmi les plus importants. On a FEDER, on a FEADER, on a FSC, on a LIFE, on a Horizon Europe, on a beaucoup d'autres programmes européens qui traitent des sujets différents. Et donc, il faut aussi avoir une certaine compétence en langue étrangère, surtout l'anglais, mais pas que l'anglais, puisqu'en effet, il y a beaucoup de projets européens, notamment ceux qui dépendent du programme Interreg, pour lesquels la maîtrise d'une deuxième langue étrangère est importante. Et donc, la plupart de nos diplômés vont travailler dans ces domaines-là, hein, dans tout ce qui est le montage et la gestion des projets européens, l'animation des réseaux ou la veille sur les appels à projets, comme vous voyez. Mais il y a aussi une toute petite partie qui va travailler plutôt dans tout ce qui est la gestion des relations internationales, dans des endroits comme les universités, hein, ici même au Carré international, ou dans des différentes antennes ou représentations des structures, notamment des différentes régions, à Bruxelles. Donc voilà, et je laisse la parole à mon collègue M. Legoupil pour le parcours des DSE. Voilà, j'ai remis la caméra. Bah, j'ai déjà donné pas mal d'éléments. Alors, ce qui est commun avec les autres parcours, effectivement, c'est le montage et la gestion de projets. Alors, évidemment, en lien avec le développement durable. Parfois, les itinéraires de nos étudiants se croisent un petit peu avec ceux de PE, puisque nous avons notamment eu une stagiaire l'an dernier bah, qui fléchait, en fait, qui recherchait des financements européens pour aider des agriculteurs en fait à effectuer une transition écologique, hein, c'est-à-dire à améliorer leur méthode de production, etc., en diminuant leur impact environnemental. Et ce qui permettait de moderniser, par exemple, leurs installations, c'était les financements européens. Donc voilà, hein, ça peut être aussi ces tâches. En gros, le travail des diplômés de DDSC, c'est vraiment d'être au service de cette transition écologique à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises qui souhaitent par exemple mieux gérer leurs déchets ou réduire justement, faire des économies concernant l'énergie, changer éventuellement aussi de source d'énergie, etc. Donc c'est les aider en fait à concrétiser ce projet en faisant essentiellement du conseil.
lorsqu'ils sont dans des cabinets de conseil, puisque c'est aussi un des métiers possibles, ou alors en interne, hein, c'est-à-dire ils vont prendre en charge la conception et la conduite des politiques de transition à l'intérieur des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Hein. Nous avons par exemple eu aussi une stagiaire qui a travaillé dans une très grande entreprise, puisque c'est L'Oréal, hein, par exemple, hein, et qui était dans l'équipe justement qui s'occupait d'améliorer les. Alors là, c'était sur les relations avec les fournisseurs, hein, c'est-à-dire de faire un cahier des charges afin que leurs fournisseurs de matières premières soient mieux disantes, on va dire, soient mieux disants du point de vue environnemental, c'est-à-dire sourcer les ingrédients, etc. Donc, vous voyez, ça demande des compétences assez larges. C'est ce qu'apporte la formation, comme je disais tout à l'heure, qui est généraliste. En général, ce qui se passe, c'est que les étudiants de DDSC en deuxième année vont se spécialiser un petit peu par eux-mêmes sur les sujets qui les intéressent. Et on a grosso modo des gens qui sont passionnés par la question des déchets. Il y en a d'autres qui sont passionnés par la question de l'énergie, par exemple, hein, des énergies, donc qui vont travailler plutôt dans le domaine des énergies renouvelables, le photovoltaïque, les éoliennes, etc. D'autres qui vont avoir la fibre, on va dire, plus sociale et éducative, puisqu'il y a aussi tout ce qui est éducation à l'environnement. C'est vraiment là aussi extrêmement porteur, hein, puisqu'il y a besoin hein, d'éduquer aussi les citoyens, y compris d'ailleurs les enfants, hein, aux questions environnementales. Donc il faut des gens qui puissent tenir un discours construit et argumenté sur ces questions-là. Donc c'est aussi l'une des fonctions. Donc c'est assez varié, en plus des différents débouchés selon la sensibilité. OK, merci beaucoup. Voilà. Ça nous donne une petite idée de même de sous-spécialisation. En fait, je pense qu'aussi en IUI, il va y avoir ceux qui s'intéressent plus en agroalimentaire, d'autres qui s'intéressent au secteur des services numériques. Mais vous allez voir tout à l'heure, on va vous donner quelques exemples des missions. Donc, j'ai déjà dit quelques mots sur la différence entre la formation initiale et la formation continue. On ne va pas trop tarder dessus parce que la plupart de nos étudiants sont en formation initiale. Le mieux, c'est que si vous avez une question parce que vous avez un petit doute, vous pensez que vous êtes peut-être éligible à la formation continue, il ne faut pas hésiter à me contacter pour faire un point sur votre parcours et votre dossier. Madame Garcia-Garrido a bien dit le mot-clé professionnalisant. Moi, je vous ai déjà dit que les 3 photos qu'on a vues plus tôt étaient des photos symboliques des activités de nos 3 parcours qui sont très différentes. Pour le PVI, on va prendre des photos, on va monter des dossiers, on a des cours dispensés par des professionnels et on essaye d'avoir pas mal d'interactions avec les réseaux des chambres de commerce ou des sous-groupes des chambres de commerce. En EPE, c'est notre master qui date de 1999, donc il y a un réseau de plus de 400 anciens étudiants et alumni. Vous avez déjà vu la photo du voyage à Bruxelles et on vous a déjà présenté qu'en DDSE, il s'occupe de l'organisation et l'animation d'un colloque annuel. Et Didier, Monsieur Le Goupil a bien mis les détails dans le chat et ça sera vraiment une très belle opportunité de venir nous rencontrer. Alors, un des points forts de notre master, c'est le portfolio de destination à la mobilité qu'on arrive à vous présenter. En échange Erasmus, voilà, je ne vais pas lire toute la liste, mais vous allez voir qu'en Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Finlande, en Skopje, en Sofia, en Bulgarie, Istanbul, un peu partout, vous êtes devant l'embarras du choix. Sachant que, comme on a déjà dit, c'est Madame Tailleur qui étudie vos dossiers et qui essaie de faire un match. Un match entre votre langue 2, un match entre vos objectifs professionnels, votre profil, votre parcours, ou est-ce que vous avez déjà fait une mobilité si vous l'avez fait en L3, et aussi de trouver une bonne opportunité qui colle à votre projet. Tout le monde ne part pas en Erasmus. Nous avons aussi des échanges interuniversitaires. Il y a une place de temps en temps à Texas A&M University de mon état natal, juste comme on a eu des étudiants qui étaient à Seoul ou ailleurs. Cette liste sera éventuellement disponible sur mon master dans quelques jours.
Alors, pour les stages M1 et M2, on vous a déjà donné le calendrier. En M1, on est sur un stage de 8 semaines. Excusez-moi, il y a une faute. Il ne faut pas lire où en France. C'est à l'étranger, obligatoirement. Excusez-moi, c'est une faute. Et M2, 20 semaines à l'étranger ou en France. Un rapport de stage suit chacun des stages. Et puis en M2, il y a une soutenance. On va vous appeler en soutenance de rapport de stage pour bien terminer votre diplôme. Alors, quel type de mission? Bah, je pense que M. Flattes, M. Le Goupil, ils ont déjà dit un petit peu les types de missions qu'on a en DDSC et EPE. Moi, je vous ai déjà dit aussi ce qu'on fait en IUI. Donc, vous voyez sur l'écran les types de missions que nos étudiants ont déjà effectuées. Et pour vous donner une idée où vont les étudiants, parce que je pense que c'est important de comprendre quel est notre réseau. Il faut aussi comprendre que quand vous entrez dans le réseau de master langues étrangères appliquées à l'Université de Caen, d'un coup, vous êtes ambassadeur, ambassadrice de notre formation. Donc, c'est très important que vous avez un comportement correct en cours devant nos intervenants, que ce soit les profs de la fac ou les intervenants professionnels qui viennent vous voir par leur propre envie, volonté de partager leurs connaissances et savoir-faire et savoir-être avec vous. Quand vous êtes en mobilité, vous êtes aussi un représentant de l'Université de Caen-Normandie. Et quand vous êtes en stage, vous représentez notre formation master. Donc, on a eu des étudiants qui ont travaillé à la région Normandie, au métropole de Lyon, Green Cross Sweden, Imprimerie Handiprint à Cherbourg, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. En EPE, je sais qu'on a un ancien étudiant qui est même chez nous à l'Université de Caen, mais aussi le European Platform for Rehabilitation, CERIMA à Lyon, SCTC Caen, la région Normandie. Et puis en IUI, on a eu des étudiants chez Filt. C'est l'entreprise de patrimoine vivant qui créait des filets de marché qui ont été sur la couverture de Vogue il y a quelques années. Vous allez peut-être reconnaître Permagloire, fabricant de Calvados, Pommeau, Cidre, Elevir et Lactalis dans le secteur agroalimentaire pour les produits laitiers, et puis d'autres entreprises de luxe comme Parfum Christian Dior. Didier a dit L'Oréal aussi tout à l'heure. Donc, vous voyez, on peut aller du très petit et très local vers très grande et très international. Sachant que quand même, quand on vous demande 2 langues étrangères au même niveau et on vous envoie en mobilité et en stage à l'étranger, il faut vraiment avoir un goût pour l'international pour bien réussir le master langues étrangères appliquées à Caen. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est quel type de travail qu'on a? Souvent, nos étudiants sont déjà sur CDD quand ils viennent récupérer leurs résultats et leur attestation de diplôme. On a même des fois les étudiants qui sont en CDI ou de temps en temps, nous avons des étudiants aussi qui sont en service civique. Didier, est-ce que tu veux faire dans 60 secondes un petit topo sur le type de poste pour les DDSC? Oui, alors là, les références que l'on a à l'écran sont celles de la promotion 2022. En général, depuis maintenant 3 ans, en moyenne, la moitié des étudiants voient leur stage se transformer en emploi. Donc CDD et CDI, alors c'est assez variable. J'avais mis cet échantillon parce que les CDD, les CDD ici, il y a une ONG, hein, représente.org, qui propose des activités pour les comités d'entreprise. Voilà, donc c'est une étudiante qui avait fait son stage là-bas, donc des activités évidemment à faible impact environnemental, enfin orientées voilà, de manière plutôt vertueuse. YGREN Île-de-France, c'est une association qui fait de l'éducation populaire dans les quartiers, qui a des antennes un peu partout. Il y en a aussi en Normandie. Donc, il s'agit d'animer des ateliers, par exemple, des ateliers zéro déchet, de faire des ateliers de cuisine, et puis de faire même aussi de l'éducation dans les écoles. Ensuite, donc un CDI, c'était Obin. Alors, Obin, c'est une start-up espagnole qui a mis au point une appli
pour téléphone portable. Et donc, l'étudiante de l'époque avait participé au projet et a réussi, ça a été finalisé. Une fois que l'appli a été en ligne, ils l'ont embauché, en fait, parce qu'ils étaient hyper satisfaits de son travail. On a une étudiante qui est partie, qui avait fait qui venait du Finistère, hein, donc ça explique qu'elle soit retournée dans le Finistère peut-être, qui avait fait son stage dans une collectivité territoriale sur le compostage, hein, voilà, pour mettre en place la collecte des déchets compostables, etc. Et elle a été remarquée par le monde agricole et la FNSEA, la FDSEA, la Fédération départementale des agriculteurs, l'a recrutée. Alors, ça avait été un peu d'ailleurs un cas de conscience un peu pour elle, parce que la FNSEA n'est pas forcément réputée pour sa démarche environnementale, mais il y avait une véritable volonté de la FDSEA du Finistère, justement, d'essayer d'améliorer les pratiques. Donc, elle y est rentrée, et elle y est toujours. Et puis, le pays Pyrénées-Méditerranée, c'est un pays au sens territorial du terme, c'est-à-dire, en gros, ça représente un peu plus qu'une communauté de communes, hein. C'est comme un peu à l'échelle d'un canton, donc pays voilà, dans le sud. Donc, vous voyez, c'est assez varié. J'ai pas mis, si, il y a une start-up. Donc, on voit vraiment ce que je voulais dire, c'est que selon votre sensibilité, selon votre intérêt, vous pourrez travailler aussi bien dans le public que dans le privé, hein. Les offres sont extrêmement larges. Et donc, c'est ce qui fait aussi l'intérêt, je pense, de ce master, c'est que même si vous êtes spécialisé dans les questions de développement durable et de transition écologique, les débouchés sont extrêmement variés malgré tout. Voilà, j'ai terminé. Merci. Alvaro, en EPE. Oui, en effet, les données que nous avons aujourd'hui de la promotion 2022, c'est que sont à 100% d'entre eux sont en poste. Mais je peux dire la même chose pour la promotion 2023. Je peux même dire que 2 mois après la soutenance, et donc la fin du master, au mois de décembre 2023, toute la promo 2023 était déjà en poste, hein, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, quel type de poste? Eh bien, la plupart travaillent dans la gestion des projets européens, en effet, au sein de différentes structures publiques. Il y en a quand même 2 qui travaillent dans les privés. Il faut dire que les débouchés dans les privés de notre master sont très rares et ils se limitent pour l'essentiel à des agences de consultants, hein, des agences de consultants qui montent des projets européens. Ça peut être en France, en l'occurrence, ces 2 personnes ont été embauchées sur une agence à Paris, et ça peut être aussi à l'étranger, mais bon, la plupart de nos débouchés sont souvent dans des structures publiques ou parapubliques. Ça peut être dans des universités, hein, dans des sections Europe, dans des différentes universités, dans des laboratoires de recherche. Ça peut être dans des collectivités territoriales, comme en l'occurrence la région Normandie. Il y a 3 anciens aussi de la promo de l'année dernière qui travaillent à la région Normandie. Ça peut être aussi dans des structures à Bruxelles, hein, et même à la Commission européenne, hein. Il y a une ancienne de la promotion 2022 que nous avons encore rencontrée dans les voyages que nous avons faits et qui se trouve actuellement à Bruxelles, à la Commission européenne. Donc, évidemment, les débouchés sont aussi divers, peut-être moins divers que pour les parcours DDC. C'est vraiment restreint soit à la gestion des projets européens, soit à la gestion des relations internationales. En revanche, les types de structures où ils peuvent travailler, même si c'est pour l'essentiel dans les publics ou parapublics, est divers. Et l'avantage que nous avons, comme les 2 autres parcours, mais je parle maintenant du parcours EPE, c'est que les réseaux que nous avons permet de créer des liens et permet en effet d'avoir une certaine facilité pour se faire embaucher. C'est-à-dire que les anciens sont constamment en train de nous envoyer des offres d'emploi que je diffuse, mais aussi les anciens connaissent la valeur du diplôme. Et je pense que c'est la même chose pour les parcours IEI et DDSC. Ce sont des diplômes qui sont reconnus sur les marchés du travail et dans les domaines où nous travaillons. Et donc, je pense que ça, c'est l'un des éléments importants et c'est ça qui explique aussi les débouchés si bons de nos diplômés. Je vais peut-être compléter en précisant qu'il y a plusieurs types de postes qu'on pourrait avoir si on est diplômé de IUI.
Business developer, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la personne qui s'occupe de développer le portfolio de clients. Des fois, ça implique de faire pas mal de téléphones. Des fois, ça veut dire qu'on va même adopter certaines pratiques de commercial. Mais on va chercher les clients dans une aire géographique précise afin d'améliorer les ventes à l'étranger ou de préparer une implantation sur cette même aire géographique. On a des étudiants qui sont business consultants. On a une ancienne qui est sales executive à Mindtech. On a une étudiante qui a accepté de travailler pour une entreprise qui fait des filets de sport, VB Sport. Et cette entreprise-là a décidé de se diversifier. Donc, d'un coup, elle a commencé à faire des filets pour les bateaux et les yachts. Donc, ce qui a commencé comme des filets pour pour le foot et le basket est terminé dans le secteur de luxe pour les bateaux faits sur mesure. Donc, ça, c'est une histoire qui est assez sympa. Et puis, approvisionneur pour le groupe Lactalis. Là, nous avons 2 étudiantes en M2 qui se prêtent à faire leur stage chez Lactalis. Ils vont travailler dans le département ingrédients. Donc, elles ne vont pas exporter du beurre et du lait, mais plutôt de lait en poudre. Et notre étudiant qui a travaillé sur ce poste l'année dernière a exporté de lait en poudre en Amérique latine. Donc, vous voyez, ça peut être plusieurs types de postes. Il y a des postes où on fait beaucoup de ventes, des postes où on fait beaucoup de papier, tous les formulaires qu'il faut d'import-export. On peut aussi choisir selon ses envies. Alors, vous allez voir sur mon master, nos critères de sélection, ils sont presque tous pareils pour les 3 parcours. Là, certaines choses sont facultatives, comme les attestations de langue étrangère, les lettres de recommandation, j'ai déjà précisé, ça c'est facultatif aussi. Après, certaines choses sont obligatoires, comme une lettre de motivation et une CV. On va vous demander dans vos lettres de motivation de bien préciser votre projet professionnel et le rapport entre votre projet professionnel, comment vous vous projetez dans le futur et notre formation. C'est ça qui va nous intéresser et va nous permettre de trancher si vous avez le profil DDSC, EPE ou IUI. Et voilà, on est toujours très contente quand les étudiants ont terminé la formation. Vous voyez une de nos cérémonies de remise de diplôme d'il y a quelques années. C'est un moment qui fait plaisir à tout le monde. On est très content de partager ce moment et de fêter la réussite de chaque étudiant et de chaque promo. OK, maintenant, on va passer aux questions. Et ce que je vais faire, je vais mettre en pause